Monsieur le ministre d'État, ministre chargé des Outre-mer, je tiens en mon nom et celui de l'ensemble de mes collègues du groupe socialiste à adresser nos pensées, nos condoléances et notre soutien aux familles des victimes du cyclone Garance. Je remercie également l'ensemble des élus locaux, des agents publics, mais aussi du secteur privé et associatif et les citoyens mobilisés depuis ce samedi qui contribuent sans relâche, jour après jour, à ce que notre île se relève. Avec le dérèglement climatique, les cyclones s'intensifient. Bellal l'an dernier, Chido, Garance. Météo France indique que ces modèles robustes confirment qu'ils seront de plus en plus forts dans l'océan Indien. En a-t-on tiré toutes les conséquences en termes d'adaptation? Il y a un an, après Bellal, j'alertais déjà sur la nécessité d'amplifier l'enfouissement du réseau électrique. Mais à quoi sert d'élaguer les branches quand les arbres se couchent désormais chaque année sur les fils? 30 000 foyers étaient toujours sans électricité ce matin. Je remercie les équipes, mais il faudra que les 25% du réseau basse et moyenne tension, encore aérien aujourd'hui, fassent l'objet d'une réflexion si l'enfouissement n'est pas possible. Sur le réseau d'eau, après Bellal, le préfet avait demandé aux fournisseurs d'eau de s'équiper de groupes électrogènes en cas de besoin. Ce n'est toujours pas le cas partout. Comment cela est-il possible dans une île où les dates de la saison cyclonique sont hélas bien connues? Il y a aussi le sujet des normes. Selon l'Association des maires de La Réunion, dans l'est de l'île, 80% des maisons dont le toit est emporté sont des maisons construites il y a moins de 15 ans. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir lancé la procédure de catastrophe naturelle. Mais pour aller plus loin, pouvez-vous vous engager à ce que le prochain CIOM puisse permettre de parfaire, d'anticiper les actions en amont, durant et après ces événements, mais aussi nos stratégies à court, moyen et long terme? Il y va de la protection de nos populations. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Bélim, d'abord, au nom du gouvernement, nous l'avons fait hier, évidemment, nous inclinons devant ces 5 vies emportées par ce cyclone, 5 vies de trop, et je veux m'associer à vos condoléances et apporter notre soutien aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais. C'est vrai, il y a une forte mobilisation sur le terrain, je vais le constater demain et vendredi, puisque je me rends à la demande du Premier ministre à la Réunion. Le ministre de l'Intérieur a mobilisé l'ensemble des moyens, mais il faut mieux anticiper ces phénomènes. Concernant le réseau électrique, je suis d'accord avec votre proposition. Un travail doit être mené avec Sidelec, le propriétaire du réseau, et EDF, pour améliorer l'enfouissement des réseaux ou d'autres solutions pour sauvegarder son intégrité. Il faudra être beaucoup plus pragmatique et tenir compte des contraintes et des risques. L'alimentation électrique a par ailleurs un impact sur l'eau potable, elle doit être sécurisée et je souhaite que soit lancée une démarche de résilience de l'approvisionnement en eau pour faire face aux gestions de crise climatique. Et enfin, avec la ministre du Logement, nous en parlerons dans un instant, nous pouvons mieux analyser l'adéquation de la réglementation cyclonique avec la survenance de phénomènes de plus en plus violents. Nous aborderons ce sujet donc lors de l'examen de votre proposition de loi. Il faut tirer toutes les leçons de ces changements climatiques et être capable de les adapter. C'est le sens de la proposition de loi que vous présentez. Ça sera évidemment au cœur du comité interministériel consacré aux Outre-mer dans quelques semaines. Monsieur le ministre, mes chers collègues, Georges Bertoin, à qui l'histoire offrit un destin européen aux côtés de Jean Monnet et que je voulais évoquer en ces heures sombres, fut associé en son temps à la rédaction du traité créant la Communauté européenne de défense, sorte de plan Schuman élargi. Il reconnut cependant ultérieurement qu'il était heureux que ce projet n'ait pas abouti en l'état, car si le volet militaire était prêt, et l'on parlait tout de même d'une armée intégrée de plus de 500 000 hommes, il n'en allait pas de même du volet politique. Je crains, Monsieur le ministre, que la situation ne soit aujourd'hui tout l'inverse. Les conclusions du sommet de Londres, jointes à celles du Conseil européen qui se tiendra demain à Bruxelles, devraient acter l'existence d'une volonté politique servie par des organes, ceux de l'Union et de l'OTAN, susceptibles de donner corps au projet d'une défense européenne. Reste néanmoins le volet militaire. Plus de 80% des budgets des États membres de l'Union sont aujourd'hui dédiés à l'acquisition d'équipements militaires extra-européens, 80%. Tandis que les États-Unis fournissent 63% des commandes de l'Union, l'industrie européenne de défense, nous le savons, souffre de faiblesses structurelles essentielles et parmi les entreprises les plus importantes, une seule en Europe, britannique et donc hors UE, figure dans le top 10 mondial. Quant au coût de production, il est de notoriété publique. Un char coréen
K2 Black Panther coûte 3 fois moins cher qu'un Léopard 2A allemand. Ma question est donc la suivante. Alors que la présidente de la Commission européenne évoque des investissements de 800 milliards sur 4 ans, à qui ceux-ci vont-ils bénéficier dans l'urgence du soutien promis à l'Ukraine et d'un possible retrait américain humain et matériel en Europe ? Faute de disposer des chaînes de montage et des personnels nécessaires, car doubler le budget des armées sans augmenter leur format RH n'aurait aucun sens, auprès de qui l'Union va-t-elle acheter les matériels nécessaires dans les mois à venir ? Israël, la Turquie ou la Corée du Sud. Monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la ministre, un mot peut-être aussi pour dire quand même, pour rentrer dans la mêlée de cette réponse et dans la continuité du débat que nous avons eu hier, en seulement 4 ou 5 ans, la part de vente d'armes françaises en Europe a largement augmenté. Il y a 10 ans, moins de 10%. Aujourd'hui, en 2024, notamment l'année dernière, c'est pratiquement plus de 10 milliards d'euros sur les 18 milliards à l'export. Alors certes, les sous-marins, les Rafales représentent beaucoup dans cette part, mais on voit bien quand même que la situation politique, par exemple en Corée du Sud, n'a pas spécialement rassuré bon nombre de capitales européennes, que les lignes de production américaines ne sont pas complètement passées en économie de guerre et que surtout le réarmement américain, je crois que désormais les choses sont claires, va avant tout bénéficier à l'armée américaine pour se préparer peut-être sur d'autres schémas de tension sur le Pacifique Nord. De toutes les façons, maintenant, c'est même plus une affaire de choix. Si les capitales européennes veulent vraiment se réarmer, elles vont bien être obligées, sauf à mentir à leur population, mais ça sera leur problème, si j'ose dire, de passer par des achats au sein de la BTDE. Deuxième remarque, pour ce qui nous concerne, je ne serais pas aussi catégorique en disant l'augmentation du format va forcément avec une augmentation du format RH, parce qu'on a tellement diminué le capacitaire et heureusement quand même préservé les capacités de ressources humaines que déjà on a un effort important à faire. L'exemple des munitions, à mon avis, est clé. Munitions simples. Ça, l'aide à l'Ukraine nous a appris à reprendre du muscle, notamment sur les obus de 155 mm. Le vrai segment critique va être évidemment les munitions complexes, missiles de défense sol-air, missiles de frappe dans la profondeur, y compris sur les trames de missiles à venir, comme le missile Aster B1NT. Donc on va continuer cette remontée en puissance. Un chiffre en 20 secondes quand même pour montrer que l'économie de guerre fonctionne, ce qui va nous amener à d'autres conversations plus budgétaires. On l'a évoqué hier. Entre 2026 et 2030, désormais, les industries françaises, uniquement en matière de munitions, pourront absorber 7 milliards d'euros de commandes qui n'ont pas encore été passées, soit pour nous-mêmes, soit pour de l'export. Ça veut bien dire que les effets de l'économie de guerre se font sentir. Désormais, il faut que les commandes suivent. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. En effet, les chiffres que vous dévoilez, je pense, sont très importants, rassurants, même si insuffisants, parce que je crois que nos amis ukrainiens n'ont pas le temps et nous non plus d'attendre. Avignon mitraillé, Avignon meurtri, Avignon terrorisé. Ce dimanche 17h, dans la cité des Papes, une nouvelle fusillade. 2 semaines plus tôt, quartier Saint-Chamond, un homme abattu, 5 blessés graves. Mécanique implacable qui broie des vies. Comment ne pas penser au capitaine de police Éric Masson assassiné en pleine ville sur un point de deal ? 3 ans après, la situation a empiré. La violence et les deuils se multiplient. Les habitants vivent sous tension, la peur paralyse. Aujourd'hui, les transports en commun sont bloqués dans tous ces quartiers. La délinquance est là, s'affirme et s'étale. Grenoble, Dijon, on brûle des bibliothèques en représailles contre l'action des pouvoirs publics. À Avignon, tir pour intimider, règlement de compte pour contrôler. 2024, 6 narco-homicides, 2 fois plus qu'en 2023. Les guerres des territoires s'intensifient. Vous avez intégré Avignon au dispositif des villes de sécurité renforcées comme Grenoble, Rennes et d'autres. Je veux ici saluer cette décision. Il faut tirer les leçons des échecs passés. Votre prédécesseur, Gérald Darmanin, enchaînait les opérations spectaculaires, faire place nette. Mais une place nette sans projet, c'est une place vide qui devient perdue pour notre République. Saint-Chamond, Montclar, La Rocade, 10 ans de violence. Combien de services publics, de centres sociaux et d'associations laissés à l'abandon ? On abandonne un quartier, il se remplit d'autres lois que celles de notre République. Il faut un État qui protège, une police formée, dotée de moyens réels, d'une justice efficace et juste. Je veux ici saluer le travail du préfet Thierry Suquet, celui des forces de l'ordre et les acteurs de terrain menés par la maire Cécile Helle qui, avec des moyens contraints, tentent de ralentir cette spirale. Alors, quels moyens durables et pérennes comptez-vous mettre en place pour Avignon ?
Les criminels, eux, n'attendent pas pour le faire. Monsieur le ministre d'État, nous vous attendons sur place dans les prochains jours. Monsieur le sénateur, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir rendu hommage au capitaine Éric Masson. Lorsqu'il a été tué, il avait une compagne qui était enceinte. Vous me questionnez précisément sur les moyens de rétablir l'ordre, puisque Avignon, comme d'autres grandes villes, est l'objet précisément d'une lutte acharnée vis-à-vis des trafiquants de drogue. Et vous sollicitez de la part de l'État une réponse durable. C'est ce que je voudrais vous apporter. La réponse durable, ce sera le vote. Jérôme Durain est devant moi, Étienne Blanc, pas très loin, le vote de la PPL narcotrafic dans quelques jours, j'espère, à l'Assemblée nationale. Mais sans attendre, nous avons décidé une nouvelle stratégie que nous expérimentons à Grenoble et bien sûr aussi à Avignon. Cette nouvelle stratégie, elle comporte 3 réponses. Une réponse judiciaire, une réponse sécuritaire, une réponse administrative, une réponse globale. Judiciaire parce que si on veut faire des coups de filet, si on veut aller attraper les têtes de réseau, il faut préparer avec du renseignement et l'autorité judiciaire justement ce coup de filet. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi à Avignon. Deuxième réponse, la réponse sécuritaire. La CRS 84, qui est une CRS de nouvelle génération, a été dépêchée. Mais nous allons occuper l'espace public, les transports, les fouilles des caves d'immeubles, etc. Et puis aussi la voie publique, avec la gendarmerie et puis les policiers. Et puis les réponses administratives pour taper le portefeuille des narcotrafiquants, pour détruire l'écosystème, avec le système des blanchisseuses, avec aussi des enquêtes patrimoniales. C'est fondamental. Nous avons déjà les premiers résultats. Nous avons fait 200 interpellations pour stupéfiants. Nous avons saisi 30 kilos de cannabis, 5 kilos de cocaïne, 5 kilos de kétamine, 230 AFD, des amendes forfaitaires délictuelles, et nous avons interpellé des trafiquants. Je ne peux pas le dire parce qu'il y a encore une enquête, et c'est l'autorité judiciaire qui dirige cette enquête. Et croyez-moi, nous allons combattre ces narco-racailles pied à pied, et j'espère demain pouvoir un jour vous dire Avignon libéré.